à tous et nous vous remercions beaucoup d'avoir été présents pour ce premier événement des Career au format virtuel cette fois-ci. Ce premier événement virtuel sera dédié au Family Office. Donc, en dépit de l'aspect virtuel de celui-ci, nous souhaitons tout de même privilégier l'interaction. N'hésitez pas durant l'ensemble de ce webinaire à poser des questions par chat de préférence ou à demander à ce qu'on active éventuellement votre micro. Donc, cet événement dédié au Family Office sera en deux parties. Dans un premier temps, nous introduirons les participants. Donc, dans un second temps, nous ferons un focus sur les drivers de la croissance et du secteur du private equity. Et pour nous focaliser en dernière partie sur les profils recherchés dans les métiers des family office. Je vous prie de m'excuser, j'ai fait un lapsus. L'événement est dédié au family office. Donc, ce premier événement en format virtuel, nous le faisons également donc en partenariat avec donc le CFA Society France, et nous souhaitons également promouvoir un événement qui se tiendra à la rentrée le 7-8 septembre avec le CFA Society Switzerland. Ce sera un événement dédié du coup au Family Office pour lequel vous trouverez un lien dans l'espace de discussion dédié au webinaire d'aujourd'hui. Et sans plus que tarder, je vais vous introduire donc nos participants qui ont bien voulu accepter de nous aider à monter ce webinaire, et que je remercie beaucoup. Donc, nous avons aujourd'hui une représentante du secteur des ressources humaines. Donc, c'est Mélanie Liska de ML Executive Research, François Mola du Jourdain, qui dirige la société MJ et compagnie, qui représentera juste les aspects opérationnels des Family Office, et également Magali Manzin-Duval, qui travaille chez Intuitiae, un autre Family Office. Donc, je vais commencer par Mélanie. Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation, et pourrais-tu te présenter brièvement et nous dire voilà, sous l'angle Family Office, quelques expériences de recrutement, par exemple. Bien sûr. Alors, déjà, bonsoir à tous. Merci à vous de m'avoir sollicité pour cet événement. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis donc chasseur de tête spécialisé dans le secteur de la finance, de la gestion de fortune. Donc, en quelques mots, moi, j'ai commencé ma carrière au Luxembourg pendant une quinzaine d'années dans le secteur des ressources humaines au sein d'un gros groupe d'assurance, avant en fait de rejoindre un cabinet de chasse de tête spécialisé dans le wealth management, basé au Luxembourg, avec pour mission de développer l'activité de cette structure et de créer la structure française. Donc voilà, chose que nous avons faite en 2017. Et moi, j'ai créé ma propre structure, donc ML Executive Search, en 2019. Voilà, toujours avec ce focus sur les family office, les banques privées et puis le secteur financier. Voilà. Donc, c'est vrai que les family office sont un secteur d'activité qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, hein, qui est en forte progression, qui est devenu un acteur aujourd'hui absolument incontournable du marché.
et qui a subi une forte croissance et puis un fort attrait également pour des profils avec des tempéraments un peu entrepreneuriaux qui ont envie de rejoindre ces structures. Merci Mélanie. Maintenant, passons à Magali. Donc, Magali, peux-tu te présenter en 2-3 minutes? Oui, bien, bonsoir à tous. Donc, merci de me convier à cet échange. Donc, moi, tout d'abord, juste pour faire rapide, j'ai un parcours académique. Au départ, je suis diplômée de l'ESC Paris. J'ai évolué pendant 18 ans au sein d'environnements banque privée, gestion de fortune en France et au Luxembourg. Par intérêt et puis pour valoriser mon parcours professionnel, je me suis formée par 2 fois, une formation en valorisation d'entreprise à NYU et en Sustainable au Graduate Institute il y a 2 ans, plus spécifiquement donc en SDGs Investing. Et à la suite de ça, donc je suis rentrée, j'ai intégré Intuité. Donc Intuité est un multi-family office dans lequel qui existe depuis 20 ans. Et par conséquent, donc un positionnement qui est sur le Luxembourg, la France, la Belgique, également la Suisse. Accompagne 70 familles et 3,5 milliards sous gestion, enfin donc plutôt sous surveillance, pardon, et puis 35 collaborateurs aujourd'hui à la tête de ce multi-family office. Alors moi, aujourd'hui, ma mission au sein du Multi-Family Office, eh bien, j'accompagne et je contrôle les actifs de plusieurs familles, coordonner donc également des métiers, différents corps de métiers, soit à l'intérieur, en tous les cas au sein des familles, mais aussi à l'extérieur. Je dirais que je suis un peu une femme orchestre sur, je dirais, les différents domaines économiques, juridiques, administratifs de toutes ces familles. En parallèle de ça, j'ai une deuxième mission. En tous les cas, c'est la mission pour laquelle j'ai intégré Intuité il y a 2 ans. C'était d'insuffler, en tous les cas, d'initier les familles sur la notion d'investissement durable, puisque c'est je dirais que c'est un sujet qui me porte, mais au-delà de ça, c'est aussi le monde de la finance qui évolue sur cette thématique. Donc, par conséquent, j'ai co-créé une formation pour accompagner ces familles et en ciblant essentiellement les valeurs de ces familles. Merci Magali. Maintenant, François, pouvez-vous vous présenter en 2-3 minutes? Vous pouvez me tutoyer, vous avez tutoyé tout le monde, ça va, ça vieillit un peu. Bon, je suis effectivement le dinosaure de la soirée. François Molla du Jourdain, merci de m'avoir convié, ravi de vous retrouver. Ça aurait été plus sympa en présentiel, bien évidemment, mais c'est déjà extra de pouvoir le faire de cette façon-là. Donc, j'ai un parcours de banquier privé également, avec 2 étapes essentielles, ou 3, on va dire. J'avais été freelance pour le compte de l'Union financière de France en Afrique. Ensuite, j'ai été responsable du développement de la gestion de fortune internationale chez Neuflize pendant une dizaine d'années. J'ai ensuite dirigé les équipes de Private Banking de Merrill Lynch en France au tournant du siècle, et il y a 20 ans, un mois avant Intuité. J'ai créé, on s'en amuse beaucoup avec Intuité, donc c'est pour ça que je me permets de le dire devant Magali. Un mois avant Intuité, j'ai créé MJ et compagnie. Donc puisqu'Intuité et MJ et compagnie sont les 2 premiers multi-family office indépendants français sur le marché. Ça correspondait à une idée et à des constats que j'avais faits, qui étaient que les très grandes familles, les billion plus, en général, étaient accompagnées par leur propre structure, ce qu'on appelle un single family office, et que les fortunes de taille intermédiaire étaient souvent un peu démunies et livrées à elles-mêmes, et qu'il fallait donc trouver un business model qui permette de les accompagner en alignement d'intérêt aussi parfait que faire se peut. Je ne dis pas en total alignement d'intérêt, mais je dis aussi parfait que faire se peut, parce que je crois que la perfection est quasiment impossible en la matière, et avec un panel d'expertise le plus complet possible. Donc, MJ et compagnie, aujourd'hui, c'est une boutique installée à Paris et à Genève. Nous sommes une quinzaine de personnes. Nous avons un petit nombre de clients
françaises et internationaux. Genève est un hub pour des clients internationaux. Nous avons des clients en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud. Et Paris est plutôt la plateforme pour les clients français. MJ, c'est une boutique également qui se veut assez engagée depuis longtemps, depuis toujours, en tant qu'entreprise et aux côtés de ses clients également. On intervient sur 4 pôles de prestations pour nos clients. Nous intervenons sur toute la partie conseil en investissement. La deuxième, donc toute classe d'actifs, bien évidemment, côté, non côté immobilier. Le deuxième pôle étant l'organisation juridique et fiscale du patrimoine, donc où nous allons travailler la main dans la main avec tous les métiers du conseil, avocats, notaires, trustees, fiduciaires et autres. Le troisième pôle étant le support administratif, la fonction de secrétariat privé du client. Et le quatrième pôle étant un pôle plus transversal, qui est le pôle accompagnement de la famille, éducation et formation des jeunes générations, médiation, gouvernance, là où c'est nécessaire, et philanthropie, qui est un vecteur fort de cohésion familiale dans pas mal de nos familles. Donc, nous sommes très actifs également aux côtés de nos familles sur pas mal de sujets philanthropiques. Et bien évidemment, pour rebondir sur ce que disait Magali tout à l'heure, toute la partie investissement responsable et impact sont des sujets cœur depuis pas mal de temps également chez nous. J'ai 2 autres casquettes également. Je suis secrétaire général de l'Association française des family office, qui réunit un nombre assez conséquent d'acteurs du family office. C'est une association qui réunit à la fois des singles et des multi-family office et des professionnels accompagnant les familles éventuellement sur d'autres sujets que le family office à proprement parler. Et je préside également un réseau européen que j'ai créé il y a 12 ans, ENFO, European Network of Family Offices, qui réunit une demi-douzaine de boutiques comme la nôtre dans une demi-douzaine donc de pays européens et qui nous permet de disposer d'un réseau de correspondants et de partenaires sur lesquels nous nous appuyons, avec lesquels nous développons des projets et à nous 6, le volume de patrimoine supervisé, ce est compris entre 10 et 20 milliards à peu près de patrimoine privé sous supervision. Voilà. Merci François. Sans plus tarder, nous allons lancer notre première partie. Je vais laisser la main à Adrien qui va introduire. On s'est dit qu'on ferait un petit sondage en début de chaque partie et qu'on pourrait discuter autour de ceci. Donc, je laisse Adrien le lancer. Merci Julien, merci pour ces présentations. Je clôture notre introduction. Et donc, comme Julien vous l'a annoncé, pour vous inviter un petit peu à participer à l'échange, un premier sondage. Ici, c'est savoir selon vous, quelle est la tendance la plus en croissance aujourd'hui dans les family office. Est-ce que ce serait l'ESG, la digitalisation et l'IT, les classes d'actifs atypiques, comme l'art, le private equity, ou alors la location d'actifs? On vous laisse quelques instants pour pouvoir y répondre. Alors, c'est visiblement, je pense que tout le monde voit les résultats, c'est visiblement les classes d'actifs atypiques et l'ESG qui semblent être les sujets les plus importants. Est-ce que, Magali, c'est quelque chose avec lequel vous êtes, est-ce que c'est un résultat avec lequel vous êtes en accord? Alors, effectivement, je suis relativement en accord parce que pour le sujet des actifs private equity, on a vu effectivement que ce sujet a été croissant, on va dire, ces 5 dernières années. Et effectivement, le deuxième, en tous les cas, nos familles sont très investies dans le private equity. Et en conséquent, en parallèle de ça, on a l'ESG qui aujourd'hui est une question. En tous les cas, des interrogations nous arrivent régulièrement et c'est la raison aussi pour laquelle il a été nécessaire d'initier une formation parce
que l'environnement ESG, en tous les cas l'ESG au sens vu par la gestion, n'est pas toujours évidente au sein des familles. Et voilà, donc je pense que la sémantique pour nos familles n'est pas toujours facile. Et souvent, aujourd'hui, ils nous interrogent également sur est-ce que l'ESG réellement a un impact? Est-ce que investir dans l'ESG a de l'impact? Donc voilà, peut-être que la mesure de l'impact est aussi un vrai sujet pour demain. Merci. Vous voulez que je rajoute un petit mot peut-être pour réagir sur ce qui vient de se dire dans ce sondage? Bien sûr. Et bon, je partage bien évidemment ce qui vient d'être dit. Je pense que bon, l'ESG, alors il faut faire attention aussi à ne pas céder à l'effet de mode, mais l'ESG est un sujet qui a connu une accélération phénoménale du fait de la crise sanitaire. C'est absolument incontestable. En fait, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet un peu compliqué également dans la mesure où l'industrie n'est pas prête aujourd'hui, bien souvent, n'est pas en mesure de répondre correctement aux attentes ou aux demandes des investisseurs. Il y a encore un gap assez phénoménal, je trouve, et ça c'est un constat que l'on fait assez régulièrement, entre la capacité du marché à répondre aux attentes, aux demandes des investisseurs. Mais c'est un vrai sujet, accéléré par les nouvelles réglementations en la matière du mois de mars dernier. Donc, il y a effectivement une tendance forte. Mais par contre, je m'inscris en faux à titre personnel, et ça n'engagera que moi, mais je serais intéressé d'entendre Magali sur le sujet. Je m'inscris en faux sur les autres constats, c'est-à-dire que le deuxième poste le mieux raté était les classes d'actifs, comment vous les avez appelées, particulières, ou les classes d'actifs atypiques. Alternatives. Alors, ça n'est pas, en fait, pour moi, ça n'est pas une priorité dans la mesure où c'est un état de fait depuis très longtemps. Donc, en fait, ça n'est pas une nouveauté, alors que l'enjeu de digitalisation et d'IT est un enjeu prégnant, comme pour toute société, toute entreprise, bien évidemment, mais dans un métier où le cœur du business, c'est quand même la relation humaine, c'est la confiance dont le family office est dépositaire vis-à-vis du client, avec une capacité d'exécution qui doit être aussi qualitative et parfaite que faire se peut. Il y a des enjeux de digitalisation qui sont d'autant plus importants que nous sommes confrontés aussi à un phénomène de transmission intergénérationnelle, et que bien évidemment les jeunes générations n'ont pas du tout les mêmes attentes et les mêmes demandes que leurs aînés. Donc on a quand même un enjeu et une pression d'un point de vue digital simple, d'un point de vue attente client et d'un point de vue productivité, si je puis dire, dans la mesure où le coût d'opération du family office grimpe en flèche, comme beaucoup de métiers de conseil et de métiers réglementés, puisque le métier de family office est un métier en partie réglementé. On pourrait y revenir si vous le voulez tout à l'heure, mais en tout cas selon les typologies pratiques, et que il y a des coûts d'opération aujourd'hui qui grimpent en flèche. Donc il y a un impératif quand même aussi de trouver des gains de productivité qui se trouvent par la digitalisation. Voilà. Donc en fait, pour moi, si je devais mettre une gradation, ESG, oui, l'IT et la digitalisation sont quasiment au même niveau. Et ensuite viennent les classes d'actifs alternatives. Et le quatrième, c'était oui, l'allocation d'actifs, c'est un peu le métier, c'est le cœur du métier. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est juste le métier de base, l'allocation d'actifs. D'accord. Alors, nous avons une question de la part de David. N'est-il pas trop difficile de s'affranchir du détenteur de patrimoine dans l'investissement? Autrement dit, est-ce que la famille détentrice du capital a tendance parfois à vouloir s'immiscer dans les décisions? Magali, vous voulez répondre? Votre micro est coupé. Hein. Oui, je peux bien répondre, François. Donc l'idée en fait du family office, en tous les cas du family officer,
c'est d'être à côté en fait de la famille et par conséquent on est là pour ouvrir les solutions, mais on ne prend pas de décision à la place de la famille. Et par conséquent, la famille garde le lead sur la décision finale. Oui, non, mais voilà, je pense que c'est. Il faut bien distinguer en fait. Alors, j'ai entendu, j'ai peut-être mal compris, Julien, mais vous avez parlé tout à l'heure d'un autre webinaire qui se passerait à la rentrée après l'été, également sur le Family Office et qui se fera conjointement avec votre association suisse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi je relève ça? Parce que en fait, le Family Office conçu à la Intuité ou à la MJ et compagnie, le Family Office à la française est souvent assez différent du Family Office à la Suisse tel qu'on constate aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui, et a fortiori dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que, comme l'a souligné Magali, le Family Office que nous pratiquons, c'est un Family Office qui est de conseil pur. Donc, c'est de l'accompagnement de clientèle sur un panel de prestations tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, donc dont l'investissement fait partie, mais qui n'est pas le seul sujet. Quand on parle de Family Office sur la place suisse, à 99%, on va penser gérant d'actifs. On va penser, et dans les pays anglo-saxons, a fortiori, on va penser stricto sensu investissement et bien souvent gestion. Alors, je ne dis pas qu'un Family Office ne peut pas être gérant. Là, on rentrerait dans des querelles de clochers où on n'aura pas le temps de les trancher aujourd'hui en tout cas, mais en tout état de cause, je pense que voilà, il faut bien avoir en tête qu'il y a des typologies et pour revenir très rapidement peut-être et pour vous brosser juste le panorama de ce qu'est le monde des family office aujourd'hui. D'abord, comme vous l'avez compris, il y a les single family office qui sont dédiés à une seule famille, les multi-family office dédiés à plusieurs familles. Et dans les multis, on distingue, ça c'est une nomenclature propre à l'AFO, l'Association française des family office, mais on distingue les family office dits adossés, qui sont adossés à un actionnaire souvent bancaire ou société de gestion, des family office indépendants comme Intuité ou comme MJ et compagnie. Voilà. Et ensuite, on s'aperçoit effectivement que il y a eu l'émergence ces dernières années de nouveaux acteurs dans le monde du family office qui ont des prismes de business qui sont assez différents de ce que l'on avait pu développer depuis une vingtaine d'années. Alors qui s'adresse davantage souvent à une clientèle très ciblée. Alors, la tarte à la crème, c'est l'entrepreneur de la tech qui a fait fortune, qui a entre 30 et 40 ans, et qui n'a pas forcément besoin encore d'une planification successorale de long terme, et est plus dans l'envie de diversifier un patrimoine qui reste souvent encore très concentré parce qu'il n'a fait que du cashing que partiel sur sa boîte et qu'il veut se diversifier tout en continuant à faire du private equity et surtout du club deal, donc du club deal de private equity et d'immobilier. Donc ça, c'est une typologie qui est plus de business qui va être davantage en investment solution providing. Donc alors qu'on est dans l'acception que nous en avons chez MJ ou chez Intuité, davantage dans un accompagnement global. Et je dis souvent d'ailleurs de façon un peu provocante à un prospect, etc. Écoutez, si vous devenez client chez nous, vous allez nous payer très cher pour ne rien faire en fait. Nous sommes payés très cher pour ne rien faire. Nous sommes payés pour faire et pour faire bien faire. C'est la notion de chef d'orchestre qu'évoquait Magali tout à l'heure. Et donc, le chef d'orchestre ne remplace pas le violoncelliste ou le trompettiste ou le percussionniste. Le chef d'orchestre, il orchestre l'ensemble et c'est vraiment ça, la conception, en tout cas d'Intuité ou de moi-même, la conception du family office. Voilà. Maintenant, certains font de la gestion quand même. Et pour revenir du fait à la question de tout à l'heure de David, l'émiction, en fait, non, il n'y a pas d'émiction dans la mesure où c'est un dialogue permanent de manière à avoir une stratégie globale qui soit le reflet des aspirations et des sensibilités de la famille. Et je vois qu'il y a eu, est-ce que l'horizon d'investissement à long terme est un avantage dans un monde de plus en plus… Oui, alors oui, la réponse est oui, définitivement. Définitivement, la vision à long terme. D'ailleurs, c'est pour ça que, enfin moi, à titre personnel, j'évite autant que faire se peut, maintenant ceux qui le veulent l'ont, mais j'évite autant que faire se peut de donner par exemple un accès
en ligne aux clients pour qu'ils puissent regarder l'évolution de la valeur de leur patrimoine le jour, ce qui n'a absolument aucun sens quand on bâtit une stratégie à 20, 30 ou 40 ans. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, donc oui, c'est un gros avantage. Ça permet aussi de s'affranchir de ce fameux court-termisme et donc des volatilités irrationnelles du marché, comme avait dit un président de la Fed à l'époque. Donc oui, c'était indéniablement un avantage, mais ça n'est pas qu'un avantage. Enfin, il faut être attentif également parce qu'on peut aussi être amené à un peu s'endormir. Et donc, il faut faire attention à trouver le juste équilibre. Merci. Et comme tendance qui s'est dessinée ces quelques dernières années, mis à part l'ESG, quelle est la tendance qui apporterait le plus de valeur aujourd'hui et qui serait en croissance dans le métier des family office, ou dans les métiers plutôt? Magali, Mélanie, de votre point de vue de chasseur de tête, quels sont les constats que vous en apportez là-dessus justement? Vous êtes un bon observateur de l'intérieur, de l'extérieur finalement, un pied dedans, un pied dehors. Votre micro est coupé, Tout à fait. Oui, tout à fait. Ben, moi, je vois effectivement l'évolution. Bon, après, on sait que on sait que le milieu du family office attend voilà, c'est une multi-compétence. Hein. On attend vraiment des personnes qui sont capables aujourd'hui déjà d'être curieux, d'être agiles, d'anticiper, de savoir s'adapter. Pour faire face justement à ces nouvelles demandes et à rester innovants pour aller sourcer, je pense, les meilleures opportunités d'investissement pour leurs clients, alors que ce soit aussi bien effectivement ESG que peut-être tout ce qui est économie réelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une professionnelle du family office, hein, mais voilà, je vois ce qui peut être demandé par mes clients. Et c'est vrai que les compétences qui sont mises en avant aujourd'hui, c'est avant tout des connaissances en investissement, toute classe d'actifs, avec cette capacité à aller sourcer, trouver des opportunités différenciantes en private equity, en investissement effectivement réel, type vignoble, peut-être forêt, également des spécialistes en immobilier, ça c'est de plus en plus demandé. Toutes les compétences patrimoniales, fiscales, notamment internationales aussi. Donc voilà, on voit que le niveau technique ne fait qu'augmenter, même s'il a toujours été très important dans cet univers très exigeant. Mais voilà, on cherche toujours un dépassement de ce point de vue-là, une innovation également. Voilà moi ce que je peux constater, en plus bien sûr des compétences, de la partie soft skills, où chaque structure va avoir une petite équipe avec laquelle il faut que une complémentarité, aussi bien en termes de compétences qu'en termes aussi de qualité personnelle. Merci. Alors, je pense que nous avons une dernière question avant peut-être de passer à la partie 2. C'est: pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce qui différencie les clients d'une banque privée et d'un family office? Surface de patrimoine, frais, implications. Donc là, la question se tourne peut-être soit vers François ou soit vers Magali. Mais, Magali, je vous laisse répondre. Alors, effectivement, dans les grandes lignes, les clients, enfin, tout d'abord, les clients, enfin, nos clients dans un family office sont clients de banques privées. Donc, la différence en termes de patrimoine, alors je ne sais pas comment vous voyez la question,
différencier les clients d'une banque privée d'un family office. Aujourd'hui, pour rentrer dans un family office, effectivement, il faut une certaine surface de patrimoine financier pour effectivement avoir le service pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, il y a un coût. Il y a un coût par rapport à je dirais un forfait annuel en fonction des actifs confiés, en tous les cas suivis dans l'approche. Et donc, l'idée étant qu'un client banque privée, et en fonction de la banque privée, de quel type de banque privée on parle, je pense que voilà, aujourd'hui, dans les grandes lignes, un family office en dessous, en tous les cas, un client en dessous de 20 millions de patrimoine financier, c'est peut-être coûteux, en tous les cas, d'arriver avec moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François, mais… Oui, oui, non, mais c'est ça. En fait, il y a la différence. Bon, comme l'a dit Magali, de toute façon, c'est nos clients sont clients des banques privées, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on ne remplace pas les banques privées. Hein, on utilise les banques privées. Maintenant, c'est l'homogénéité des surfaces patrimoniales, c'est-à-dire qu'on est au-delà d'un certain seuil, alors qu'en banque privée, vous allez trouver des patrimoines à 1 million, des patrimoines à 10 millions, des patrimoines à 100 millions et 1 milliard. Bon, bah, voilà, le début de la gamme, si je puis dire, est plus élevé dans les family office, mais c'est surtout finalement, je pense, la recherche et la compréhension que être fortuné aujourd'hui, c'est faire face à des enjeux complexes et nombreux, et que il n'est pas très efficient de vouloir s'en dépatouiller seul, ou de vouloir s'en dépatouiller simplement avec quelqu'un dont le biais, et je suis très ami avec plein de banquiers, donc je ne veux surtout pas que vous pensiez que j'en pense du mal, et j'ai été un banquier moi-même dans le passé, mais le banquier est un vendeur. D'accord. La grande différence, c'est que le banquier est vendeur, le family office est acheteur. Nous sommes 100% buy side, le banquier est 100% sell side. Et je pense que c'est ça ce qui fait la grande différence. Donc, ce sont des clients qui ont compris cette différence et qui se disent j'ai besoin d'être accompagné par un buy side pour réellement bien acheter ce dont j'ai besoin pour correctement administrer mon patrimoine dans tous les sujets, donc pas que les sujets d'investissement. Voilà, donc ça donne pas une réponse, il n'y a pas une typologie, selon moi spécifique, mais je vois que Mélanie souhaite rajouter quelque chose. Micro coupé, Mélanie. Oui, j'ai une question pour vous, Monsieur Mola. Est-ce que vous aussi, vous êtes sollicité maintenant par les single family office pour avoir aussi votre expertise de manière plus générale? Parce que je sais que moi, j'ai aujourd'hui quelques family office multi qui me disent être de plus en plus également interrogés par des singles. Les frontières, oui, complètement. Les frontières. En fait, et ça, c'est un constat que je fais depuis longtemps, la différence entre le single et le multi, c'est que le multi a une ouverture généralement beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus variée, parce que plus large typologie de clients. Alors, je ne parle pas des très gros singles où il y a 500 membres de famille, du coup, ce sont de fait des multi-family office, hein. Mais je pense bien sûr à un Mullier & Co. Mais oui, absolument. Donc, on est régulièrement sollicité parce que on est sans doute sur beaucoup de sujets plus ouverts au marché. On a moins peur de passer la tête à l'extérieur, alors que les singles par culture, par ADN quasiment, sont souvent un peu frileux parce que dès qu'ils passent la tête à l'extérieur, ils vont se faire assaillir de propositions donc ils sont voilà. Donc oui, il y a clairement des limites, et puis il y a des singles qui sont en train de faire le constat de leurs propres limites, donc qui sous-traitent certaines typologies de prestations à des multis. Il y a des singles qui envisagent de basculer dans un modèle multi, soit parce que la famille s'agrandit que de fait ils deviennent multi par nature, soit parce qu'ils se disent quitte à avoir créé cet outil au service de notre famille, autant le décliner au service d'autres. Donc les frontières petit à petit, oui, commencent à bouger très certainement. Peut-être pour clore notre première partie, une question sur les investissements et la gestion d'actifs au sein des family office. Je rebondis sur une des questions qui a été posée. Comment s'organise la partie investissement dans les family office? Est-ce qu'on a une grosse partie sur l'allocation d'actifs, ou alors on a plutôt des gérants qui vont être spécialisés sur des classes d'actifs, ou des gens qui vont être plus polyvalents?
Alors, pour ce qui concerne MJ, en tout cas, on recherche plutôt la polyvalence parce que je veux pas, encore une fois, notre vocation n'a pas à remplacer les spécialistes. Donc, nous, notre job, c'est de bâtir l'allocation stratégique et ensuite d'aller chercher les bonnes ressources pour exécuter. Et les bonnes ressources, ça va être les bons prestataires en matière d'investissement, dans le non-côté, dans l'immobilier. Et ensuite, c'est cette capacité à dialoguer avec ces prestataires d'investissement qui sont eux-mêmes des spécialistes. Donc, c'est cette tarte à la crème, là encore, du médecin généraliste par rapport aux spécialistes. Hein. Mais c'est cette capacité à avoir un niveau d'expertise et de compréhension suffisant pour pouvoir dialoguer d'égal à égal avec des spécialistes de très bon niveau et tâcher d'en retirer le meilleur dans l'intérêt avant tout du client. Donc, ça reste un métier de généraliste, mais avec un niveau d'exigence qui fait que il faut être bon, quoi. C'est tout. Il faut être bon. Parfait. Donc, on va passer dans la deuxième partie. Et cette partie-là, ça serait plutôt orienté vers la partie carrière. Donc, il y a Marie-Alix qui nous a aidé avec un premier questionnaire sur les profils et que l'on cherche les plus aujourd'hui dans le secteur de Family Office. Et à vous de répondre et voir c'est quelles les perspectives des non-spectateurs. Et on rebondira là-dessus sur ces deux questions et sur les profils à chercher. Donc on constate que la plupart des gens pensent que c'est les anciens banquiers privés ou CGP. Donc, puis on va lancer tout de suite une autre question sur les compétences les plus demandées et puis on rebondira en discussion sur les deux questions entre les interlocuteurs. Ok, donc pour les compétences, on constate que les compétences la plus cherchée en termes de ce que notre audience pense, c'est les compétences relationnelles, suivies par l'analyste et gestion financière, et du droit à la fiscalité. Donc, je ne sais pas qui aimerait commencer à discuter en deux questions, si François, Magali ou Mélanie, sur le niveau compétences. Non, je veux bien prendre la parole sur ce sujet. C'est vrai qu'incontestablement, je vois que ce qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est deux typologies de candidats. Hein. Ce sont eux et les partis et les anciens banquiers privés ou alors des personnes qui vont être en capacité d'originer et de développer une clientèle nouvelle. Ce qui n'est pas une chose évidente parce que c'est vrai que le métier est quand même très différent. Dans le contexte des family office, le client doit s'acquitter effectivement d'honoraires. De plus, il doit le faire de manière récurrente. Honoraires qui sont tout de même relativement importants, ce qui est normal, hein, puisque l'accompagnement est tout à fait de très haut niveau. Donc ça, c'est pas forcément simple. Donc ça requiert vraiment une très bonne compétence relationnelle, en plus des compétences techniques, pour avoir établi une relation suffisamment forte et des liens de confiance avec les familles pour qu'ils puissent les accompagner dans ce contexte entrepreneurial. Alors, certains banquiers créent leur propre structure. Hein, on le voit là récemment, on a eu quand même beaucoup de créations de family office et à Paris et en province. Et en fait, d'autres personnes qui vont rejoindre l'aventure, une aventure déjà existante.
avec, pour un profil senior, l'intérêt, c'est d'avoir plus de liberté, plus de flexibilité, d'être effectivement, de passer de ce côté conseil versus ce côté plus vente. Hein. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu le drive de ces mouvements, hein, c'est de pouvoir avoir totalement l'absence totale de conflit d'intérêt et vraiment privilégier l'intérêt du client en ayant un panel beaucoup plus large aussi de possibilités à lui offrir. Donc ça, c'est vraiment la première typologie de poste qui est très recherchée à l'heure actuelle. Et dans un deuxième temps, nous allons avoir les techniciens. Hein, ce sont des personnes qui vont, eux, mettre en œuvre les stratégies définies, qui vont coordonner avec les différents interlocuteurs et partenaires internes et externes au Family Office en fonction de la taille. Donc ça requiert effectivement de très bonnes connaissances générales, donc le côté financier bien sûr, mais si on peut y adjoindre toutes les connaissances fiscales, patrimoniales, notamment internationales, parce qu'on a aussi de plus en plus une tendance à l'internationalisation de la clientèle avec des familles, des enfants qui vont s'installer dans différents pays, ce qui va impliquer aussi des besoins de conseil en immobilier et de connexion avec l'international. Donc ça, c'est un sujet aussi important. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que vraiment le mot d'ordre dans l'univers du Family Office, c'est vraiment la multicompétence, le côté relationnel aussi, hein, la capacité à s'adapter aux besoins des clients, d'être très à l'écoute, beaucoup dans la pédagogie et dans l'accompagnement. Et ensuite, nous avons une nouvelle catégorie aussi de métiers qui arrivent dans l'univers du Family Office, parce que étant en fort développement ces dernières années, il se structure de plus en plus. Donc, ça va être aussi des compliance, alors en anticipation d'évolution réglementaire. Certains commencent à maintenant intégrer des profils réglementaires au sein de leurs équipes, à internaliser cette fonction. Nous allons avoir aussi des spécialistes, par exemple, du crédit, où on va internaliser aussi cette compétence en plus de ce que nous avons cité tout à l'heure, hein, de la partie ingénierie patrimoniale, gestion de portefeuille, reporting consolidé aussi, transmission, fiscalité, risk management, secrétariat général, gouvernance familiale, philanthropie. Donc en plus maintenant on va aussi intervenir sur le montage des dossiers de crédit pour pouvoir faciliter l'avancée des dossiers et satisfaire les clients. Donc, c'est vraiment des métiers de réseau, de bien connaître les attentes des banques, de bien connaître tous les interlocuteurs du monde de la gestion de fortune pour être le plus réactif possible. Hein, parce que ça reste la direction générale, quelque part, externalisée de la famille qui doit optimiser, rationaliser, fluidifier le patrimoine. Voilà. Et de tous ces métiers dont vous devez nous citer, et c'est lesquels où vous savez observer qu'il y a plus de demandes récemment, où il y a plus de demandes plutôt à l'avenir, un peu post-Covid J'ai envie de dire que ça reste quand même des métiers nouveaux, entre guillemets. Donc, en fait, on n'a pas de profil, j'ai pas de profil type de dire... après, c'est aussi des histoires de rencontres avec les équipes. Hein. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de travailler ensemble. Il faut qu'il y ait aussi... une vision du métier et puis de la stratégie qui soit commune également. Mais moi, j'ai beaucoup de monde qui sont issus du secteur, beaucoup de candidats qui sont issus du secteur bancaire, bien sûr, parce qu'ils évoluent dans cette sphère ultra high net worth individuelle depuis déjà quelques années. C'est vrai que c'est un milieu qui est qui a des besoins spécifiques. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir quand même une première expertise dans ce domaine pour bien la comprendre. Mais pas forcément. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de passerelle aujourd'hui, mais c'est plutôt les qualités qui ont été développées par le biais des études, du parcours universitaire, qui permettent de s'intégrer au mieux dans cet univers. Est-ce que François ou Magali voulaient complémenter quelque chose sur les niveaux compétences Oui, alors non, mais de toute façon, tous les métiers, il faut bien se rendre
compte que les family office, ce sont des boutiques, d'accord? Donc, on n'est pas à la même échelle que les grandes institutions financières. Donc, à partir de là, la polyvalence est beaucoup plus importante. Deuxièmement, une chose est essentielle de comprendre. Il est essentiel de comprendre une chose, me semble-t-il, c'est que les family office n'ont pas vocation à remplacer les institutions financières ou les bureaux d'analyse, même s'il faut encore une fois en interne, bien évidemment, avoir ces capacités d'analyse pour discuter d'égal à égal avec les experts. Donc, c'est cette agilité dans différents domaines, que ce soit dans le domaine juridique et fiscal, que ce soit dans le domaine de l'investissement, dans le non-coté ou dans l'immobilier, qui sont absolument essentiels d'un point de vue technique. Mais s'agissant de boutiques, le côté humain est essentiel. Donc oui, la capacité relationnelle avec le client, bien sûr, parce qu'on a une clientèle exigeante et parfois difficile, ou enfin, pas que difficile d'ailleurs, hein, pas parce qu'on est riche qu'on est capricieux, ça peut arriver, mais ça ne veut pas que, il y a des paris qui sont capricieux aussi. Donc je pense que le relationnel, oui, c'est la capacité, c'est un esprit entrepreneurial, parce que nous sommes des petites boutiques, donc la petite boutique, forcément, on a les mains dans le cambouis tous les jours. Donc on n'est pas dans une grande institution bancaire où on pointe aux 35 heures et on a ces 25 jours de RTT, excusez-moi de ces raccourcis un peu faciles, mais c'est un peu ça. Donc en fait, ce sont plus moi en tout cas, ce que je cherche chez MJ, ce sont des personnalités qui sont en adéquation avec une philosophie de travail, des valeurs, et ça nous est arrivé de nous planter d'ailleurs, hein, mais voilà. Et après ça, pour les métiers, puisqu'on s'adresse à des gens qui ont fait le CFA, je pense qu'il faut il faut pas se tromper également, parce que j'ai eu des échecs en la matière aussi. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que le family office n'est pas sauf exception, le family office n'est pas une société de gestion, donc on ne va pas faire de la gestion. On va être plutôt, comme l'a dit Mélanie juste avant, on est l'intermédiaire et le représentant de la famille vis-à-vis des prestataires, donc on est le réceptacle de toutes les demandes des prestataires d'investissement, au premier chef desquels les gestionnaires. Dans un monde où le compliance a explosé à la hausse, on est donc le réceptacle également de toutes les requêtes de compliance. Donc, il y a une part administrative qui a littéralement explosé à la hausse ces 5 à 10 dernières années. C'est un truc absolument dingue. Voilà, donc je veux pas vous décourager, mais dernière chose, parce que le family office est un métier absolument extraordinaire par la richesse intellectuelle et humaine et le positionnement pivot. Donc ça, c'est un positionnement absolument unique et qui est vraiment extraordinaire. Mais ça n'est pas qu'une partie de plaisir, encore une fois, parce qu'on subit comme tout le monde l'évolution d'un monde compliqué. Voilà, donc il faut relativiser quand même. Et je veux juste dire à tous les candidats à des postes dans des family office que non seulement ce sont des petites boutiques qui adressent une population de niche très limitée, donc le vivier de postes disponibles n'est pas celui qu'il y a au sens large dans l'industrie financière. Donc attention, petit créneau sur opportunité, certes petit créneau en forte croissance, ça c'est absolument indéniable, il émerge de nouveaux acteurs tous les jours, mais ça reste un créneau de niche. Alors là, je me permets de rebondir, puisque c'est un créneau de niche. Si certains, par exemple, certaines personnes qui seraient vraiment très motivées à rejoindre le métier des family office en ayant une expérience, on va dire, assez lointaine de celle-ci, quelle pourrait être une étape intermédiaire? Est-ce que ça serait aller dans une banque privée, aller dans un conseiller en gestion de patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à laquelle j'ai probablement pas pensé? Non, mais c'est un bon point, Julien. Je laisserai Mélanie parce que je suis sûr qu'elle aura, et Magali aussi, pardon, mais je veux juste réagir parce que j'ai d'expérience en tout cas, avoir des gens qui ont un vernis de gestion privée quelque part facilite grandement l'intégration. C'est-à-dire que j'ai le cas de personnes qui venaient de hedge fund ou de private equity pur en n'ayant jamais fait face à un client privé.
la découverte de la culture du client privé, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, oui, c'est une étape sans aucun doute facilitatrice potentiellement que de faire une étape quelque part en gestion privée, mais ça n'est pas indispensable. Je vous dis, enfin, moi, j'ai recruté des gens qui venaient directement de hedge fund ou du private equity ou des infra, etc. Donc, c'est encore une fois, nous sommes des boutiques, donc les recrutements sont assez opportunistes en fonction des besoins et des profils qui émergent. Pardon, j'ai sans doute coupé la parole à Magali et à Mélanie, mais voilà ce que je peux dire déjà sur cette question-là. Magali, Mélanie, vous vouliez rebondir à cette perception, à apporter votre Non, point de enfin, vue? parce que je veux juste ajouter, en fait, effectivement, c'est un métier qui demande beaucoup d'agilité sur différents sujets. Après, effectivement, le monde de la gestion, enfin, si effectivement des gens viennent de la gestion, c'est la question qu'on peut se poser, ou en tous les cas, c'est qu'effectivement, la gestion, en tous les cas, l'analyse fait partie de notre quotidien, on va dire. Mais la pierre angulaire, je pense que c'est d'avoir quand même une visibilité sur une compétence, en tous les cas, des compétences complémentaires, au-delà d'être sur des marchés aujourd'hui, parce que ça demande une capacité d'adaptation à différentes situations où la relation client est aussi très, très présente et donc demande énormément d'agilité. Merci. Oui, moi je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Je veux dire qu'il n'y a pas, effectivement, cette connaissance en gestion privée, je pense qu'elle est très, très appréciable. Et après, c'est vraiment la construction du parcours, en fait, hein, de pouvoir, ajouter comme ça des compétences qui vont permettre d'appréhender au mieux cet univers et puis c'est surtout ces interlocuteurs et ces acteurs, en fait, hein. Après, je pense que c'est un métier où on apprend en permanence. Après, c'est aussi une volonté d'apprendre, de se challenger, d'aller chercher des informations, une forme de curiosité intellectuelle aussi par rapport à ça, de ne pas se conformer finalement à un seul pilier, j'ai envie de dire. Complètement, je crois que c'est essentiel. La curiosité et savoir sortir du cadre. Oui. Ce sont deux caractéristiques, à mon avis, qui sont essentielles dans ce métier. Les clients n'attendent pas qu'on vienne leur resservir la soupe qu'ils entendent partout ailleurs. Et on les accompagne, on est un sparring partner pour les aider à la réflexion. Donc, pour aider à la réflexion, il faut qu'on soit capable de sortir un petit peu du cadre classique. L'innovation, la créativité, je pense que c'est surtout aujourd'hui fondamental. Absolument. Tout à fait. Donc, pour clôturer ces parties des carrières, j'aimerais vous demander à chacun de vous, commençant par Mélanie, et si vous pouvez nous donner des exemples par exemple, de vos derniers recrutements, et c'était quel type de profil, pour nous donner un peu plus des couleurs de ce qui se passe en ce moment sur la partie de recrutement. Ok, alors moi j'ai fait récemment des recrutements juniors, alors family officer junior, des personnes plutôt issues, alors ou quelqu'un qui avait déjà une première expérience réussie en family office, ou une personne qui venait plutôt de l'univers de la gestion, donc gestion privée, hein, donc qui avaient cette envie de rejoindre une structure entrepreneuriale, où là vraiment c'est des petites structures en mode start-up où il y a 3 ou 4 personnes, et vraiment de participer à la création, au développement, et puis avec une vocation aussi à parler à des clients, parce que c'est vrai que quand on est junior, le fait de rejoindre une structure de petite taille, ça peut être un accélérateur aussi, parce qu'on va avoir un périmètre d'activité qui est extrêmement large. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Mola, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, ce qui permet d'apprendre très très vite. Parce que c'est vrai que quand on est dans une banque ou un asset manager de très grande taille, où tout est processé, structuré, on a vraiment une organisation avec un périmètre qui est défini dans le cadre des activités, on ne peut pas dépasser. Alors qu'en family office,
on va pouvoir parler aux clients. Et c'est vrai qu'on note quand même une impatience, entre guillemets, et une vraie volonté de certains candidats de pouvoir avoir cet accès à la clientèle directe et de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, voilà, ça, c'est pour la partie junior. Donc voilà, des profils assez complets avec des personnes qui avaient bien cette expérience en gestion, un passage en banque. Voilà, donc ça permet de construire un peu comme ça un parcours avec des milestones qui permettent d'accéder à cet univers entrepreneurial. Et puis ensuite, alors des postes de directeur des investissements. Par exemple, où là, eh bien, le directeur des investissements va avoir un rôle quasiment de CFO en fait, du Family Office, où il va devoir aller, lui, sourcer des opportunités un peu différenciantes pour les clients. Aussi bien en private equity, par exemple, en sélectionnant des partenaires. Ça va être ça peut être de l'art, ça peut être un tas de choses, vraiment à l'écoute d'avoir une vision du marché, de ce qui peut se faire à 360, de venir aussi avoir un rôle de formation auprès des family officers par rapport à cela, par rapport à la réglementation aussi, de pouvoir les informer par rapport à l'évolution réglementaire, d'accompagner la vie du family office d'un point de vue investissement et de suivre quelques clients également en parallèle. Donc à 60%, 70% le rôle de directeur des investissements et pour le reste de l'opérationnel pur. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail parce que voilà, il y a cette partie formation, cette partie un peu due deal, cette partie de s'informer de tout ce qui se fait sur le marché. Également, alors des postes, on a vraiment cette partie digitale dont parlait Monsieur Vola tout à l'heure, qui est très importante, et certains single family office. Là, récemment, j'ai eu un poste dans une holding familiale qui est en train de se structurer et qui va développer finalement elle-même, qui souhaite développer elle-même ces outils d'asset monitoring, en fait, de consolidation. Donc, voilà, c'est une personne qui est analyste, en fait, asset monitoring, qui va développer un outil sur mesure pour la famille. Donc, ça demande d'excellentes connaissances, bien sûr, de ce point de vue. Et puis, qui va consolider les actifs dans les différents pays, parce que ça peut être France, Belgique, Luxembourg, Israël, enfin voilà, qui va consolider les actifs sur les différents pays et qui va permettre aux clients d'avoir une visibilité globale, notamment les ratings crédits, investissement, pour pouvoir prendre ses décisions et mettre en œuvre sa stratégie. Donc voilà les types de postes, par exemple, récents que je peux être amenée à traiter. Après, des personnes aussi en charge de l'immobilier, par exemple, pour les family office, parce que les clients sont assez demandeurs aussi de personnes qui vont aller leur sourcer des opportunités immobilières intéressantes, qui ne sont pas sur le marché, bien évidemment, où ils peuvent éventuellement investir en co-invest avec d'autres familles. Voilà. Donc, voilà un peu les différentes typologies de postes actuels. C'est parfait. Et François, mais Magali, peut-être un exemple de recrutement récente ou à l'avenir, peut-être, chez vous? Oui, donc nous, chez Intuité, nous avons recruté en fait deux family officers très récemment. Un family officer qui est plutôt junior et qui arrivait en tous les cas d'une sortie de stage en wealth management, gestion privée. Et nous avons recruté également un family officer qui sortait à la base, qui a une expérience société de gestion, qui a passé 2 ans dans une banque privée et qui est venu nous rejoindre. Et puis, nous avons également eu une assistante qui est arrivée également d'une société de gestion avec 2 ans d'expérience en société de gestion en tant qu'assistante. Nous l'avons recrutée dans le Family Office. Merci. Et François, peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais bon, voilà, juste pour donner un peu la diversité, là, une avocate internationale, un expert comptable qui ensuite a fait un master de wealth management. Et on en revient d'ailleurs à la question de tout à l'heure qui était de dire que quelles que soient les origines, finalement, passer à un moment ou à un autre par ce prisme commun de la gestion privée donne une culture et un vernis qui facilite grandement l'intégration et la compréhension du business ensuite et des opérations.
Voilà, typiquement deux exemples, une ancienne banquière privée également, une ancienne banquière privée, voilà, qui en tant que family officer responsable de clientèle, voilà, typiquement. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques temps, j'ai recruté des responsables dans la partie investissement qui venaient directement, l'un d'un hedge fund et l'autre qui venait de passer 5 ans entre Londres et Zurich dans le private equity et les infrastructures. Donc voilà, donc là, ce sont vraiment des spécialistes du conseil en investissement sur des typologies, des classes d'actifs particulières. Voilà. Et en fait, encore une fois, hein, ce sont des opportunités de part et d'autre. L'occasion fait le larron, si je puis dire. Un peu. Il y a quand même un peu de stratégie. Il y a quand même un peu de stratégie, je vous rassure, de développement et de recrutement, bien sûr. Mais l'humain est essentiel. Ce que je dis toujours, la technique, ça s'acquiert. L'humain, on a les qualités, on les a pas, et ça, c'est nettement plus compliqué. Merci à vous trois pour cet éclairage. Avant de passer au Q&A, nous avons un petit sondage que Marie-Alix m'a demandé de mentionner. Donc, Marie-Alix, voilà. Si certains d'entre vous souhaitent, n'a pas de questions ou de sujets à aborder supplémentaires, et si vous souhaitez du coup partir, vous n'hésitez pas à répondre au sondage, à cette enquête pour qu'on ait un feedback. Pour les autres participants, nous ouvrons la séance de Q&A. Donc, c'est le moment, si vous avez des questions à poser à notre panel. Julien, je vois déjà qu'il y a une question qui a été posée à laquelle on n'a pas répondu, qui était quel est le mode de rémunération du family office, fees payés par le client et aux rétrocessions. Donc, en attendant que des questions émergent éventuellement, on peut tout à fait, je peux répondre, et je pense que Magali sera tout à fait en mesure d'y répondre aussi. Mais voilà, donc en théorie, il n'y a pas de religion, mais si on raisonne simplement logiquement, le family office est l'accompagnateur en alignement d'intérêts des clients. S'il commence à être payé par des rétrocessions, il y a un conflit d'intérêts très rapide qui va se créer. Donc la rétrocession est un sujet un peu compliqué. Au sein de la FO, on a instauré une règle depuis une quinzaine d'années qui est assez simple, qui est de dire que les family office qui se disent indépendants à la FO, doivent avoir minimum 70% de la rémunération faite en honoraires, facturée directement au client. Et que par ailleurs, si rétrocession il y a, elles doivent être totalement transparentes. Alors tout ça, ça paraît un peu vieux aujourd'hui parce que MiFID II est passé par là, et que MiFID II oblige à la transparence, en théorie en tout cas. Donc les rétrocessions sont transparentes. Il n'en demeure pas moins que je reste intimement convaincu que même si les rétrocessions sont transparentes, quand on vit majoritairement de rétrocessions, on est potentiellement un peu biaisé à un moment ou à un autre. On n'a pas le même degré d'analyse, et que si on a deux produits en face de soi à recommander à un client et qu'il y en a un qui vous paye une rétro plus importante que l'autre, même si c'est en toute transparence vis-à-vis du client, je suis enclin à penser que ça peut quand même biaiser un petit peu le conseil. Voilà. Donc en théorie, le family office, c'est quand même par prédilection des honoraires payés par le client. De façon générale, on constate que ce sont plutôt des honoraires qui sont proportionnels à la volumétrie du patrimoine sous supervision, même si je connais quelques opérateurs qui font du forfait. Mais c'est un peu compliqué à mon avis sur la viabilité à long terme du business model si on ne proportionnalise pas, parce qu'on ne fait pas la même chose pour un client à 100 millions et un client à 500 millions. Voilà. Mais les rétros peuvent exister, et dans ce cas-là, il est impératif qu'elles soient réellement transparentes, et à mon sens, il ne faut surtout pas qu'elles soient majoritaires. Magali, vous avez sans doute des choses à rajouter sur le sujet. Non, je n'ai pas à rajouter parce qu'en fait, la philosophie d'Intuité est similaire à ce que vous venez d'évoquer. Et donc, effectivement, pour continuer à être libre dans le conseil, effectivement, l'importance, c'est d'éviter les rétrocessions, et bien évidemment, Intuité est également dans la veine de ne pas, d'en recevoir peut-être au minimum, mais en tous les cas à la marge, et ça commence à disparaître compte tenu effectivement de la réglementation. Merci.
Est-ce que nous avons d'autres questions que je n'aurais pas vues? Eh bien non, je ne crois pas. Est-ce que n'hésitez pas à poser une question à notre panel. Je laisse encore 1 minute et puis En attendant, si vous voulez que un courageux se décide derrière son écran à taper sur son clavier une courte question. Non, ce que je veux simplement. D'abord, je veux remercier le CFA, bien sûr, évidemment, de cette invitation et c'est l'occasion je crois, de faire connaître un peu plus le monde du family office. Le constat que je fais, en fait, c'est que le family office fait beaucoup plus de bruit qu'il n'est important économiquement ou en termes de volumétrie de business. D'accord. C'est un monde qui fait fantasmer parce que ce sont les ultra riches, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une croissance absolument phénoménale des grandes fortunes. Donc c'est la réponse et c'est la bonne réponse à mon sens, bien évidemment, à cette croissance des grandes fortunes. Je crois qu'il ne faut pas non plus le fantasmer au-delà du raisonnable, même si c'est un métier extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, et que je ne peux que vous inciter à vous y intéresser. Encore une fois, simplement, il faut, je crois, vraiment être capable, comme le disait Mélanie tout à l'heure, curiosité et sortir du cadre, être capable de réfléchir et par ailleurs avoir un bon relationnel et un esprit entrepreneurial, parce que nous sommes tous des petites structures, donc le côté entrepreneurial est absolument essentiel, avec un esprit d'équipe qui est clé, bien sûr, parce que dans les petites structures, un élément polluant peut vraiment faire beaucoup de mal à la structure. Donc, je pense qu'il est essentiel de comprendre que l'humain est important. Mais que les opportunités sont nombreuses, en fait, et que les opportunités sont vraiment nombreuses dans c'est un secteur de niche, mais en forte croissance. eh bien, merci. Merci. Je pense que c'est le mot de la fin, sauf si Adrien et David ont une dernière question avant de nous laisser nous préparer pour le match de ce soir. Ouais, vous n'avez pas choisi votre soirée, hein, quand même. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas, David, si tu en avais une aussi. Non, j'y vais. On a pu voir dans des articles ces dernières années qu'une grosse partie de la richesse des familles les plus fortunées devrait être transmise à une nouvelle génération. Un article notamment qui parlait de 15 trillions, billions en français de dollars. Est-ce que ça va vous amener à modifier un petit peu votre mode de fonctionnement ou vous intéresser à de nouveaux sujets et au final vous intéresser à des nouveaux profils de candidats, de recrutement? Oui, alors. Par rapport à une génération plus jeune. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que là aussi, c'est dans l'ADN du Family Office, la transgénérationnalité des patrimoines, d'accord? Donc, la transmission, c'est la mission du Family Office. C'est à la fois, il y avait 15 ans, on avait donné comme définition, c'était, je vais même oublier, tiens, mais bref, c'était la pérennité des patrimoines dans une vision transgénérationnelle. D'accord. Donc, on a tout avec ça. La pérennité des patrimoines dans une vision transgénérationnelle, ça fait très littéraire peut-être, mais dans l'absolu, c'est exactement cela. Tout ça s'accélère aujourd'hui par un phénomène de changement de génération, par un phénomène d'accélération de la création de grandes fortunes également. Donc, oui, je pense que inévitablement, ça doit nous amener aussi à renforcer nos compétences dans ce que j'évoquais tout à l'heure, qui sont toutes les soft skills autour de l'accompagnement de la famille, éducation, formation, médiation, gouvernance, philanthropie, etc. sont des sujets qui sont des sujets prégnants. Et sans parler, pourquoi pas un jour ou l'autre de l'IT, parce que plus on va aller on va être face à des jeunes générations qui sont IT consumer, vraiment, il nous faudra être capable de répondre avec les bons arguments. Donc, je crois que ça va amener, et la beauté du Family Office, c'est que, comme j'ai dit à moult reprises, nous sommes des boutiques, donc ça nous rend quand même relativement agiles. Donc oui, il y a des évolutions très certainement à venir.
Eh bien, merci. Je pense que c'était notre dernière question, puisque je ne vois rien dans l'espace de discussion. Donc, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir été présents ce soir et avoir répondu à nos questions. Je pense que c'était l'un des rares événements dédiés au Family Office organisés par le CFA et qui a suscité donc beaucoup d'intérêt parmi nos membres. Donc, on vous remercie très chaleureusement au nom du CFA Society France.